État, pouvoir au pluriel et contestation au pluriel dans les monarchies françaises et britanniques et dans leurs colonies américaines vers 1640, vers 1780. C'est votre question de moderne. Alors, moi, je dois vous avouer que je n'étais pas du tout, mais alors, pas du tout serein euh, au moment de me lancer sur cette question. Déjà une question qui court sur un siècle et demi d'histoire, c'est quand même assez long. D'histoire moderne, c'est là où je suis le plus fragile en plus. Donc je n'étais vraiment pas serein. Pour ceux qui ne savent pas par où débuter cette question, je pense que le plus efficace serait de prendre un manuel de seconde et de lire les chapitres sur la monarchie française et la monarchie britannique. Alors c'est intéressant à plus d'un titre de faire ça. Premièrement parce que bon, ça va vous débroussailler la question, voir vraiment les points clés sur lesquels on ne peut pas ne pas passer, par exemple l'habeas corpus, la Glorious Revolution pour les Anglais, bon, etc., etc. Et en même temps, ça vous prépare, si jamais vous prenez, euh, vous êtes optant histoire, et que finalement l'épreuve de moderne tombe en étude de documents, eh bien ça vous prépare pour la deuxième partie de l'épreuve du commentaire de document qui consiste à proposer une transposition didactique et pédagogique. Donc du coup de voir vers où vous pouvez aller. Et je pense qu'effectivement il y a un boulevard entre cette question et le programme de seconde. Alors comment l'entendre? Alors, dans un premier temps, je pense que c'est important déjà de connaître le contexte des monarchies françaises et britanniques à cette époque-là. C'est pour cela que moi, je me suis énormément basé sur cette énorme frise chronologique que vous voyez affichée là. Il s'agit donc de 4 feuilles A4. Je l'ai construite au fur et à mesure de mes révisions avec un code couleur. C'est-à-dire que vous voyez, les rois britanniques Stuart sont en rouge, la famille de Hanovre à partir de Georges Ier sont en bleu. Bon, j'ai utilisé mon code couleur. Bon, le tout c'est que ça fonctionne, mais bon, c'est très dense. Là, franchement, qu'est-ce que je me souviens aujourd'hui au niveau de ces dates? Peut-être 5 à 10%. Alors que franchement, je les connaissais sur les bouts des doigts. Ces frises chronologiques, je suis très ému en les revoyant parce que je les ai faites peut-être 40 fois, quoi. Je les connaissais vraiment par cœur. J'avais des moyens mémotechniques pour retenir les guerres. Je savais que par exemple entre la guerre de dévolution et la guerre d'Espagne, il y avait en fait, je calcule les périodes de paix, ça faisait 4, 10, 4. Voilà, et donc je savais que je partais de 67, 67, 68, puis du coup 72, 78, puis 88, 97. Bon, bref. On se crée des moyens mémotechniques qui sont parfois assez stupides. Le tout, c'est que vous puissiez mémoriser, hein. Tout comme j'avais mémorisé aussi qu'à partir des Gin Riots et des Porteous Riots en 1736, il y avait une émeute tous les 10 ans dans le monde britannique. Donc ça faisait 46 avec Culloden, 56-57 une émeute frumentaire, 66-67 une émeute frumentaire aussi. Frumentaire, c'est-à-dire en gros pour avoir de quoi manger, quoi. Donc voilà, vous trouvez des moyens mémotechniques, le tout c'est que ça fonctionne, hein. C'est la seule chose que l'on vous demande. Comme habeas corpus et Bill of Rights, c'est 10 ans d'écart. Donc 1679 pour l'habeas corpus, 1689 pour le Bill of Rights. Bon, voilà, il faut vous trouver des moyens mémotechniques. Moi, voilà, je vous l'offre, c'est ces frais chronologiques. Après, elles font sens pour moi, parce que voilà, j'y ai en gros synthétisé toutes mes révisions. Je pense pas que ce soit utile de l'apprendre vraiment par cœur si pour vous ça fait pas sens, mais vous pouvez aller y chercher des petites choses. Comme vous voyez la guerre civile d'Acadie là en 1635 et 1654, on est au début de notre période, mais c'est un exemple que je trouve assez intéressant pour montrer que finalement dans les colonies françaises il y avait aussi du grabuge, du moins tant qu'on les avait encore, jusqu'à la guerre de 7 ans. Donc voilà, il vous faut déjà avoir cette frise en tête.
Frise qui est extrêmement simple du côté français, puisque finalement la question elle débute à la toute fin du règne de Louis XIII. Ensuite on a la régence d'Anne d'Autriche, puis le règne de Louis XIV, la régence de Philippe d'Orléans, puis le règne de Louis XV. Voilà. Et à la rigueur, on a un tout début de règne de Louis XVI. En gros, on a 3 rois. On a 3 rois sur la période. Ça, c'est pour la France. Pour les Britanniques, c'est plus complexe. Vous avez Charles Ier. Après, il y a la période du Commonwealth. Alors, attention, euh, la façon dont moi je comprends cette question laisse entendre que le Commonwealth est hors sujet, puisqu'il s'agit des monarchies françaises et britanniques. Or, le Commonwealth, c'est une république dirigée par Cromwell, donc elle n'est pas. Faut savoir que voilà, de 49 à 60, il n'y avait pas de roi, que Cromwell en est sur une dictature puritaine, euh, mais que lui-même refuse la couronne, probablement pour des raisons religieuses, et que ça aboutit finalement au retour du fils de Charles Ier, sous le nom de Charles II, 1660, mais que finalement cette restauration des Stuarts, elle reste fragile, surtout sur l'aspect religieux, puisque quand c'est au tour du frère de Charles II, Jacques II, de prendre le pouvoir, eh bien, le fait que le duc d'York, parce qu'il était duc d'York avant de devenir roi, soit catholique, ne passe pas et génère ce coup d'État qu'est la glorieuse révolution de 1688. Il s'agit d'un coup d'État. L'idée d'une glorieuse révolution, ça, c'est une historiographie libérale qui est très favorable à ce nouveau régime qui se met en place, qui l'a créé. Puisque l'idée d'une révolution, c'est l'idée de quelque chose qui est populaire, qui est spontané. Or, il n'y a rien du tout de populaire ou de spontané. Hein. C'est un coup d'État, de mèche avec le Parlement. Et voilà, et glorieuse parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais oui, il n'y a pas eu de mort parce que le pauvre Jacques II, le coup d'État était tellement bien organisé que finalement il n'a pas eu énormément l'occasion de résister. Ce qui ne l'empêcha pas, hein, par la suite, de retenter de prendre le pouvoir plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle le courant jacobite. J'aime beaucoup ce terme de jacobite. Les jacobites, les partisans de Jacques II, qui vont se réfugier en France et dont finalement Louis XIV va essayer de remettre Jacques II, avec qui il avait un lien de parenté en plus, hein, je ne sais pas lequel, mais je sais qu'il y avait un lien de parenté, notamment par l'Écosse et par l'Irlande. Il y a la révolte jacobite de 89-92, donc juste après la Glorieuse Révolution. Il y a une autre tentative en 1708. Il y en a une dernière avec, je crois, Culloden aussi en 1746. Donc ça va vraiment s'étaler sur un demi-siècle, cette question d'une tentative de reprise du pouvoir, finalement des légitimistes qui considèrent que Jacques II est le plus légitime, et des anglicans et des puritains qui, eux, veulent que le monarque à la tête du monde britannique soit un protestant et que pour cette raison soutiennent Guillaume III d'Orange. Euh, Qu'est-ce que je disais? Bon, bref. Après, de toute façon, à la fin de notre question, avec les Georges, ça va devenir plus simple, puisque Georges Ier, Georges II, Georges III, on est, voilà, c'est dans l'ordre, c'est des règnes plutôt longs. Je pense notamment à Georges II de 1727 à 1760. Moi, je m'étais ajouté en dessous le nom des premiers ministres, parce que comme on est sur un régime de type parlementaire, c'est vrai que, bon, avoir le nom des... Alors, le Prime Minister n'existe pas vraiment à cette époque-là, hein, mais je crois que c'était le ministre de l'Échiquier, euh, mais en gros, il faisait office de Premier ministre. Et le premier dans ce rôle, c'est Robert Walpole, qui fait le lien en plus entre Georges Ier et Georges II, et qui reste au pouvoir pendant 21 ans, donc c'est quand même assez considérable. Ensuite, il y a les frères Pelham. Bon, vous n'êtes pas obligé d'apprendre évidemment toute la liste des premiers ministres. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de noter qu'à l'exception de Lord North sous George III, ils sont tous du parti Whig. Alors les Whigs, en gros, ce sont les libéraux, et les Tories, ce sont les partisans du roi, d'un pouvoir monarchique fort. Tory avec un R comme roi. Voilà, moi, c'est mon mémotechnique que j'ai employé pour me souvenir de ça.
Donc voilà pour ce qui se passe en quelque sorte chez nos amis britanniques. Bon, en France, que dire? Ben déjà, il y a la période de la Fronde qui arrive au tout début de notre période, finalement, avec cette fronde des parlements, puis cette fronde de la noblesse, et aussi une troisième fronde qu'on appelle la fronde des richéristes, qui est de 1652 à 1662, et qui, elle, est pour des raisons religieuses et qui s'appuie sur la figure notamment du cardinal de Retz, R-E-T-Z. Donc voilà, je vous invite à regarder ça, notamment parce que c'est dans le contexte de cette troisième fronde que Pascal publie ses lettres des provinciales en 1657. Je pense que c'est vraiment une œuvre importante parce que bon, ben, dans ces lettres-là, Pascal prend le parti du jansénisme. Et ça, le jansénisme, je pense que c'est un point clé de cette question. Et même plus largement, je pense que une façon de faire la différence sur cette question, c'est la maîtrise des querelles religieuses. Voilà. Qui sont beaucoup plus denses qu'une simple querelle catholique-protestant. Certes, il y a la querelle catholique-protestant. En gros, les Britanniques veulent dégager les catholiques. Ah, voilà, ça c'est ce qui se passe en Angleterre. Et en France, c'est les catholiques qui veulent dégager les protestants. Notamment avec la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau en 1685. Et ça, c'est pour les grandes lignes. Après, si on va un petit peu plus dans les subtilités, ben, on a ces jansénismes qui, on pourrait les qualifier des, euh, des, des catholiques, mais assez proches des protestants. Alors là, je dis de mémoire, donc il faut vérifier là ce que je vous dis, mais il me semble que le propre du jansénisme, c'est que ça se base sur Saint Augustin et sur la question des œuvres pour gagner le salut. Or, la question des œuvres pour le salut, c'est quelque chose qui fait énormément penser à Luther. Et, euh, et du coup, c'est là où les jansénistes ont été accusés par leurs détracteurs de trop pencher vers, vers le protestantisme, alors qu'ils faisaient une lecture, on va dire, un peu littérale de Saint Augustin. Mais bon, vérifiez ça, hein, parce que je vous le dis vraiment de tête. Bon, avec cette révocation des édits de Nantes en France, il faudra parler des dragonnades. C'est-à-dire les dragons, c'est ces cavaliers que l'on envoie dans le Poitou en 1680 et puis dans tout le sud-ouest en 1685 pour des conversions forcées. Il y a beaucoup de caricatures hein, où on voit finalement ces dragons-là avec des fusils pointés sur des protestants, avec la croix qui sort. Bon. Euh, donc ça, je pense que c'est une question assez importante à maîtriser. Et à la fin de notre période, on a la question des jésuites. Les jésuites qui sont donc la compagnie de Jésus, un ordre placé directement sous l'autorité du pape et qui est assez mal vu par les monarchies qui tendent vers un absolutisme et qui n'admettent pas de contre-pouvoir, y compris de la part de l'Église. Et donc ces jésuites, ils sont expulsés de France en 1764. Et le mouvement est ensuite se propage dans le reste de l'Europe, si bien que l'ordre est dissolu par le pape en 1773. Donc ça, je pense que pour la France, parler et du jansénisme et des jésuites me semble important. Alors pour les Britanniques, l'aspect religieux, c'est encore plus complexe, parce que finalement, c'est une partie à trois. Hein. On a les catholiques d'une part, on a les anglicans de l'autre, et puis après, on a euh, cette galaxie qu'on va appeler les puritains, c'est-à-dire des protestants qui vont encore plus loin que les anglicans. Parce que la particularité des anglicans, c'est que finalement, c'est une doctrine protestante avec une liturgie catholique. Donc, c'est-à-dire les anglicans, ce sont les plus catholiques des protestants. Et donc, du coup, les anglicans sont sur une voie médiane, on va dire, entre les catholiques d'une part et les puritains de l'autre. Et ces puritains vont créer beaucoup de troubles et d'ailleurs vont être expulsés pour la plupart vers les colonies. Et c'est là où la question religieuse est importante parce qu'en fait elle touche à tout. Elle touche à la question de l'affirmation du pouvoir, mais on a la question des colonies américaines comme espace dans cette question. Et force est de constater que la France va envoyer ses protestants dans les colonies. Hein. C'est une façon de se débarrasser des protestants et en même temps d'essayer d'accroître l'empire colonial. Je pense notamment à la tentative d'envoi des protestants français au Brésil. Je crois que c'est Rouge Brésil de Ruffin qui parle de ça. Euh,
Mais vous avez la même chose du côté anglais, hein, où ce sont les puritains qui sont envoyés, notamment les Quakers. Alors, j'ai une fiche, là, vous la voyez en dessous. Les Quakers, ils sont fondés par George Fox en 1648, donc on est au début de notre question. Vous avez plein de courants religieux à ce moment-là. Vous avez les Diggers, la Fifth Monarchy, les congrégationnistes. Bon, après vous avez les baptistes qui arrivent au moment de la Glorieuse Révolution en 1689. Et après, à la toute fin, vous avez encore deux courants protestants, l'Église unitarienne en 1774 et les méthodistes en 1784. Bon, ben là, il vous faut vous cogner pour les méthodistes, les unitariens, pour les congrégationnistes, pour les Quakers, pour les baptistes, un article Wikipédia. Vous le résumez en deux lignes, quand même pour savoir de quoi ça parle, hein, parce que mettre une date et dire les méthodistes, si vous ne savez pas à quoi ça renvoie derrière, c'est pas très utile. Mais, je trouve ça vraiment fascinant. D'autant plus que la question des méthodistes en 1784, vous pouvez le réexploiter ensuite dans la question des ouvriers de contemporaines, parce qu'ils vont jouer un grand rôle finalement dans les populations prolétaires et gagner une grande popularité là-dedans. D'ailleurs, il y a la notion chez les protestants de réveil, dans une période qu'on appelle le Grand Réveil de 1720 à 1760, où finalement il y a une augmentation des mouvances protestantes. Parce que par nature, le protestantisme, il n'y a pas une autorité à la tête de ce courant religieux. Il s'est construit justement contre l'idée qu'il puisse y avoir à la tête de l'Église catholique un pape qui décide pour tous. Donc du coup, par définition, le protestantisme appelle à la division en de multiples branches. C'est ce qu'on retrouve du coup dans le Grand Réveil au début du XVIIIe siècle. Et après, ces courants protestants tendent à se radicaliser dans les années 70-80. En plus, on est dans le contexte de la guerre d'indépendance en Amérique. Donc voilà, il me semble que tout ça est à relier. Donc pour les colonies, à mon avis, bon déjà, si vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez des différents courants religieux, ce sera déjà une bonne chose. Ensuite, essayez de vous trouver des arguments, des exemples tout faits qui vous viennent du monde colonial. Ça, si votre copine ne parle pas des colonies, à mon avis, ça va fâcher votre correcteur parce que c'est explicitement mentionné. Donc moi, je les ai mis là en orange, toutes mes colonies. Voilà, par exemple, Mary Dyer en 1660, qui est une Quakers, qui est pendue à Boston, pour montrer que même finalement, dans les colonies américaines, il y a quand même de l'intolérance religieuse. Hein. Alors à mettre en balance avec la fondation de la Pennsylvanie en 1681, qui elle se revendique comme une terre d'accueil de tous les persécutés. Moi j'ai beaucoup aimé aussi le Gaoulé, 1717. Qu'est-ce que le Gaoulé? En gros, c'est une émeute en Martinique, il me semble, où finalement les contrebandiers sont tellement installés dans le monde local et les puissances locales que le nouveau gouverneur qui est nommé par la monarchie française et qui entend un petit peu rétablir l'ordre, eh bien, est renvoyé de force dans son bateau. Ils sont kidnappés un soir, ils sont mis dans le bateau et renvoyés comme ça, manu militari, dans le royaume de France, en métropole. Donc déjà, je trouve l'histoire assez incroyable, assez drôle. C'est devenu, il me semble d'ailleurs, un gaoulé, une expression même hein, dans le langage martinique, c'est une sorte de charivari. Et je trouve que ça montre finalement cette résistance des colonies à tout ce qui peut leur être imposé des métropoles et au fait qu'il y a une élite locale qui marche main dans la main avec les mouvements contrebandiers, corsaires, voire avec les pirates. Et là, je pense que ça peut être une belle façon de faire la différence. Vous avez un numéro de l'histoire d'octobre 2022, donc qui est très récent, et il y aura des choses dedans qui ne sont pas dans les manuels qui eux sont anciens, sur pirates et corsaires. Voilà. Et je pense l'âge d'or de la piraterie, il se passe pendant, pendant cette période-là. Donc bon, moi c'est quelque chose qui me fascine. J'ai fait une vidéo sur l'histoire des pirates, si vous voulez aller voir, je vous mets le lien là. Mais moi, voilà, c'est quelque chose qui me fascine, l'histoire de la piraterie. Il y a une thèse que j'aime beaucoup de Marcus Rediker dans Pirates de tout pays, où il dit qu'en gros, les pirates, ce sont des sortes de prolétaires des mers
qui souvent sont des anciens marins qui se révoltent, qui prennent en main leur propre outil de production. Donc là, c'est pas l'usine dans le cas du communisme, mais c'est le bateau. Et avec ce bateau, ensuite, ils vont lutter contre la traite négrière et fonder des sociétés plutôt démocratiques, puisque le butin est partagé plutôt équitablement. Le capitaine de ces navires pirates est souvent désigné à la suite d'élections. Bon. Après, bon, Marcus Rediker, comme bon, tous ces historiens marxistes, il cherche aussi dans l'histoire ceux qui le confortent dans sa théorie. Mais de toute façon, dans cette question-là, vous trouverez beaucoup d'historiens marxistes que l'on peut soupçonner d'être un peu influencés par cette vision de lutte des classes, qui peut être, c'est selon, hein, considéré comme anachronique ou pas. Hein. Je pense à E.P. Thompson pour Le Monde britannique, Hobsbawm. Bon, vous les avez là dans mes fiches. Où est-ce que c'est ça? Ouais, cette école marxiste, George Wood qui étudie la foule, Hobsbawm avec les bandits, E.P. Thompson avec Whigs and Hunters, qui a été abrégé par la guerre des forêts, où il parle finalement de cette économie morale de la foule, cette idée que finalement il y a tout un tas d'émeutes dans le monde britannique pour respecter le droit coutumier, le fait de pouvoir récupérer le bois dans les forêts, le fait de pouvoir chasser, etc. Donc en gros, voilà. Et l'œuvre aussi centrale, Albion's Fatal Tree, publiée par le Centre d'études pour l'histoire sociale de Warwick, où vous avez ces historiens-là, hein, qui sont quand même des figures importantes, je pense. Hobsbawm et Thompson, ouais, c'est des noms, moi, d'historiens que je connaissais avant même de commencer à travailler sur cette question, quoi. La formation de la classe ouvrière, c'est quand même un ouvrage, bon, on va pas se mentir, hein, personne l'a lu, mais qu'il faut être capable de citer, en fait. Hein. Donc au moins d'en lire un résumé, quoi. Et donc là, ça va nous amener aux révoltes. Moi, j'ai fait voilà, une fiche sur les révoltes. J'ai beaucoup de choses. Je pensais vraiment que quelque chose tomberait là-dessus. Hein. Donc vous les avez là. Bon, le problème, c'est que si je détaille, on va y passer 1000 ans. Mais Godchaux, bon, c'est une thèse un peu passée, mais avec cette idée de contagion de la Révolution américaine qui passe à la Révolution française. C'est pour ça qu'il parle, lui, d'une grande révolution atlantique. Pour revenir sur ce que je disais de l'efficience ou pas de la notion de lutte des classes, l'historien soviétique Porchnev, lui, pensait qu'il y avait une lutte des classes. Mounier, lui, pensait plutôt qu'il s'agissait de lutte sans idéologie révolutionnaire. Aujourd'hui, la communauté des historiens est plutôt du côté de Mounier que de Porchnev. De toute façon, en règle générale, les marxistes n'ont pas forcément le vent en poupe dans les études historiques. Bon, les historiens restent très majoritairement de gauche, mais plus véritablement marxistes. Bon, l'œuvre de base à voir quand on parle de révolution, c'est Jean Nicolas, la Rébellion française. Alors Jean Nicolas, il est à la tête d'un travail de recherche où il avait des étudiants, des collègues qui l'ont aidé, hein, et il montre que finalement la grande majorité de ces révoltes, elles sont avant tout antifiscales, 40% d'entre elles, et frumentaires à 18% d'entre elles. Elles touchent plutôt les villes. Même si, à mon sens, ce serait une erreur de distinguer ville et campagne au niveau des révoltes, parce qu'il y a de grandes contagions. Je pense notamment à la révolte des... c'est laquelle là? Bon, bref. Ah, d'ailleurs, en termes de révolte, moi j'avais une accroche qui était fantastique. La révolte des Croquants dans le Rouergue, à l'actuel Aveyron, en 1642, où on a un Jean le Petit qui est à la tête de la révolte. La première fois, ils obtiennent finalement une remise sur la dîme. Et comme cette révolte, ce qui est assez rare, mais obtient gain de cause, et bien ils se révoltent quelques mois plus tard à nouveau. Et là, le pouvoir royal ne réagit pas de la même façon. Jean le Petit est arrêté,
il est démembré, exécuté, et ce serait ce supplice qui sera à l'origine de la chanson Jean Petit qui danse de sa tête à tête, de sa main, 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 de son pied, pied, pied. Et je trouve ça amusant de me dire que finalement, quand je chante cette petite chanson à mes enfants, ça fait référence à un pauvre Aveyronais qui s'est fait démembrer au XVIIe siècle. Voilà, je le tire de Gérard Noiriel. Je vous invite vraiment à écouter sur France Culture le cours de l'histoire. Et à la fin du cours de l'histoire, il y a le pourquoi du comment. 5 minutes de Gérard Noiriel qui prend un sujet vraiment sorti de nulle part, mais qui peut fournir des anecdotes vraiment, vraiment croustillantes. Et voilà, j'étais tombé sur celle-ci par hasard que j'avais trouvé vraiment géniale pour faire une accroche. Bon, donc je vous l'offre. Donc voilà, ces révoltes, elles sont importantes. Alors il y a les révoltes directes, et puis il y a les révoltes, on va dire, pas directes contre l'État, mais où on louvoie quelque part. Et c'est là que je situerai le commerce interlope dans les colonies, c'est-à-dire où on ne respecte pas le monopole du commerce entre la métropole et les colonies, mais où les colonies de différentes nationalités vont commercer entre elles. Euh, Par exemple Sainte-Lucie, la Guadeloupe, etc. Bon, il y a plein de choses à voir là-dedans. D'autant plus, d'autant plus que ces colonies, elles changent de main très souvent. Au fil des guerres, telle île est donnée aux Britanniques, puis aux Espagnols, puis aux Français. Donc finalement, il serait illusoire de croire qu'elles vont du jour au lendemain supprimer les liens commerciaux qu'elles entretenaient auparavant, juste parce que le monarque qui est officiellement à la tête de ces territoires a changé. Donc le commerce interlope, je pense que c'est quelque chose d'important à maîtriser. Et l'équivalent dans la métropole, ce serait le faussonnage, c'est-à-dire la contrebande de sel. Là, il y a Anne Montenac qui avait fait un ouvrage sur le faussonnage dans le Haut-Dauphiné, et notamment la question des femmes. Alors pourquoi le faussonnage en a dans certaines régions? Eh bien parce que la gabelle, qui est un impôt donc indirect sur le sel, n'a pas le même montant suivant où l'on se situe dans le royaume. Donc il y a des territoires de petites gabelles, de grandes gabelles, et souvent les territoires frontaliers, de manière à les pacifier et à s'assurer de leur fidélité, eh bien le pouvoir royal va leur mettre une exemption de gabelle. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont pas bêtes, hein. C'est comme aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont acheter des clopes en Andorre pour les revendre à Toulouse. Et bien là c'est pareil, ils vont acheter le sel dans le Haut-Dauphiné, à Briançon, et puis ils vont le revendre 100 km plus loin. Et, euh, et finalement, voilà, c'est assez intéressant d'avoir ces exemples-là. La figure de Louis Mandrin aussi, ce contrebandier du Dauphiné qui a écumé toute la France avec sa bande, il arrivait même jusqu'à Rodez à l'intérieur du royaume, et qui est étudié par l'historien Michael Coas. Voilà. Donc c'est important parce qu'à travers Louis Mandrin, il montre que la contrebande, c'est un acte de résistance collective. Il est soutenu, Louis Mandrin. Il libère les prisons, mais pas les prisonniers de droit commun. Donc du coup, à travers la contrebande, il y a quand même un discours politique derrière un acte à analyser. Et ça, ben, ça nous amène à la dernière partie, à mon avis, de cette question. C'est-à-dire qu'on a vu la question des religieuses, la question coloniale, euh, la question des révoltes. Mais ces révoltes, comme on le voit, c'est souvent pour des raisons fiscales. Je rappelle, 40% des révoltes sont des révoltes antifiscales, donc à avoir une fiche sur les impôts. Voilà. Et alors là, il faut s'accrocher, hein, parce que les impôts ont varié durant cette période. Mais qu'est-ce que l'on peut dire? En règle générale, les impôts sont des impôts de guerre. Ils sont créés en temps de guerre, sous prétexte que voilà, la monarchie a besoin d'argent, mais après la guerre, ils ne sont pas supprimés. Voilà. Et ça, moi j'ai trouvé cette question fascinante parce que finalement, étudier le mécanisme du pouvoir et des éventuelles résistances au XVIIe siècle, on voit que peu de choses ont changé aujourd'hui. C'est quoi les péages au niveau des autoroutes? C'est exactement la même chose. C'est du temporaire qui devient définitif. Voilà. Mais on ne met jamais un impôt définitif en disant voilà, il va être définitif. Ça, c'est un risque politique considérable. Ce que l'on voit aussi en lien avec l'actualité, c'est que parfois le pouvoir préfère passer pour violent, voire criminel, plutôt qu'incompétent. Donc quand il y a des débordements dans la répression,
Il préfère prendre sur lui cette violence plutôt qu'admettre avoir été dépassé. Et enfin, le troisième aspect, c'est que le pouvoir est loin d'être aussi naïf que le pensent ceux qui sont dans le commerce interlope, la contrebande, mais en fait, ils laissent faire. Ils laissent faire parce qu'il y a tout un tas d'agents aussi qui ont leurs intérêts et qui le laissent faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces impôts? Déjà, la taille, c'est un impôt de répartition qui est géré par la communauté. C'est-à-dire qu'on fixe tel village doit payer tant de taille, et ensuite, c'est les autorités ecclésiales, paroissiales qui vont le répartir. Donc pour cette raison, la taille est vécue comme un impôt plutôt juste. Il n'y a que 3% de révoltes qui sont liées à la taille. Alors que la capitation, qui est un impôt donc, par personne sur le capital, c'est la tête, hein, le dixième puis le vingtième, eux sont basés sur un système déclaratif. On déclare ce que l'on possède. Et donc là, ces impôts, ils permettent de frauder davantage. Et donc, on perd en cohésion sociale. On a toujours... et ça aussi, c'est fascinant. Moi, je l'observe aujourd'hui quand on voit la France, quoi. Euh, la résistance, elle n'est pas tant à l'impôt en soi qu'à un impôt jugé illégitime ou injuste. C'est ça vraiment qui met le feu aux poudres. Cette idée qu'il puisse y avoir des fraudes. Bon, après, il y a les impôts de guerre. De toute façon, tous ces impôts de quotité, là, capitation 10e, 20e, on voit qu'ils apparaissent en temps de guerre. Alors parfois, ils évoluent. Par exemple, le 20e remplace le 10e en 1749, on entend de paix. Donc plutôt que ce soit un dixième, c'est un vingtième des revenus, donc ça baisse. Mais finalement, il double au moment de la guerre de 7 ans en 1756, puis il triple en 1760. Donc finalement, le vingtième qui double, il redevient dixième, puis s'il triple, bon, on est sur du cinquième, non, sur du 7,5. Bon bref, on est sur du beaucoup en tout cas. Bon, tous les impôts indirects. La gabelle, là, il va vous faire une fiche. Mais je vous le mets là, cette carte. Je pense que c'est bien de la visualiser sur la grande gabelle, essentiellement le nord, la petite gabelle, le sud-est, les pays redumés, c'est-à-dire ceux qui ont été malins, qui l'ont acheté, qui l'ont payé cash. Là, c'est les parlements locaux hein, qui ont accepté ça, pour ensuite ne plus avoir à la payer. Donc ça, c'est le sud-ouest. Et puis les pays carrément exemptés, donc ça, c'est plutôt les marches, ce que je disais, les territoires frontaliers. Euh, Bon, après, on a une théorie de l'impôt. Là, c'est important de voir Dary Grand avec l'antifinancier, les remontrances sur les impôts de Malesherbes. Là, on est à la fin de notre période. Puis aussi cette question chez Fénelon et Vauban de cette idée que finalement les impôts ne doivent pas être indexés sur les besoins de la monarchie, mais sur la capacité des contribuables à le payer. Ce qui semble assez évident, mais que le pouvoir oublie trop souvent en fait. Le pouvoir dit ah, j'ai besoin de temps, bon, on va monter les impôts pour que je l'ai. Bon, on a le système de John Laws. Alors on dit Laws, mais en fait c'est L-A-W. C'est un économiste écossais sous la Régence française. Ça a été étudié par Arnaud Aurin dans La politique du merveilleux, où finalement il crée une sorte de bulle spéculative liée à la Compagnie des Indes. Voilà, regardez-le. Ça, John Law, L-A-W. Moi, je trouve ça fascinant. Je le mets en lien avec peut-être ce qu'on voit aujourd'hui avec la crypto-monnaie. Et bon, je trouve ça assez fascinant. Et puis, c'est aussi intéressant parce que c'est sous John Law là qu'on a une création d'une banque royale en France qui aurait pu contrebalancer la banque royale britannique et qui peut-être explique la défaite française lors de la guerre de 7 ans. En tout cas, moi je l'explique comme ça, c'est pas tant une défaite militaire qu'une défaite économique. C'est-à-dire que la Banque de France étant moins performante que la Banque d'Angleterre, l'État français s'endettait à des taux beaucoup plus importants durant la guerre de 7 ans. Et donc sur une guerre qui tend à s'éterniser, financièrement, ça a été assez catastrophique. Voilà. Alors que la création de la Banque d'Angleterre a permis finalement un endettement considérable. La dette publique en Angleterre, elle passe de 1 million de livres sterling en 1688, la Glorious Revolution, à 133 millions en 1766. Bon, après, comme à chaque fois, c'est pratique d'avoir une Banque d'Angleterre qui vous permet de générer de la dette publique. Mais bon, la dette, il y a un moment, il faut quand même la rembourser. Et là, on a ensuite les taxes coloniales, le Stamp Act,
tax, le sugar tax, enfin toutes ces taxes-là sur les produits importés, sur le thé aussi, par les colonies américaines qui sont à l'origine de la guerre d'indépendance. Donc voilà, bon ben là comme d'habitude, si vous êtes intéressé par les frises chronologiques que je vous ai montrées, par les fiches dont je vous ai parlé, vous m'écrivez à l'adresse suivante, thibault, THIBAULT, Evin, HEVIN, @hotmail.fr. Je vous envoie mes fiches, je vous envoie mes frises chronologiques. Après, ben, j'ai pas plus à vous dire. Il me reste encore une vidéo à faire sur la géographie de la France, géographie générale. Voilà, je vais essayer de vous dire un petit peu comment j'ai compris la question. Après, la quatrième question sur les frontières, elle n'était pas au programme l'année dernière, c'était l'Asie du Sud-Est. Question que j'aurais bien aimé traiter avec vous parce que c'était vraiment mon petit bijou. Mais après, je pense que voilà, la question des frontières, vous devez quand même bien vous régaler aussi. Donc voilà, je ferai que 3 questions sur 4. Après, voilà, moi je suis là pour vous donner des petites pistes où aller chercher, où aller creuser des choses, hein. Mais je n'ai nullement la prétention d'être exhaustif, ni même d'être très clair dans mon propos, hein. De toute façon, voilà, je précise, je ne suis pas un universitaire. Euh, mais l'intérêt, je pense, justement de cette vidéo, c'est pas que je vous parle en tant qu'universitaire, c'est que je vous parle en tant que collègue qui, comme vous, a trimé, comme vous, avait un impératif d'efficacité. Et voilà, voulait avoir des notions à réutiliser pour toujours sembler un petit peu plus cultivé, plus malin qu'on ne l'est vraiment. Il y a aussi, moi j'ai préparé quelques accroches, je vous les offre là en grise de conclusion. Euh, 6 citations. Voilà. Bossuet. Quelque mauvais que puisse être un prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniment criminelle. Bossuet encore. Qui se mouche trop fortement fait venir le sang, qui presse trop les hommes excite des révoltes et des séditions. Ça, on peut le lier à l'impôt, la première, on peut la lier aux révoltes. Nous sommes la tête d'un corps dont les sujets sont les membres. Louis XIV, mémoire pour l'instruction du dauphin. Ça, c'est intéressant, hein. Nous sommes la tête d'un corps dont les sujets sont les membres, à relier avec Kantorowicz et le corps du roi, là, les deux corps du roi. Bon, bref. Fénelon ensuite, ceux qui craignent Dieu n'ont rien à craindre des hommes, pour l'aspect religieux. Ensuite, il faut être toujours prêt à faire la guerre pour n'être jamais réduit au malheur de l'affaire. Fénelon. Ça, une citation que vous pouvez mettre avec la naissance de l'État militaro-fiscal, hein. Hein, il y a une augmentation considérable des effectifs militaires sous cette période. Et enfin, William Blake, une même loi pour le lion et pour le bœuf, c'est l'oppression. Voilà, ça a une vision plutôt aristocratique, évidemment, des choses. N'oubliez pas, la monarchie britannique, pour parlementaire qu'elle soit, n'est absolument pas démocratique. Je crois qu'à tout casser, c'est 10% de la population, au mieux, qui avait le droit de vote. Avec un système en plus électoral complètement corrompu, avec les pourris, enfin voilà, faites des recherches là-dessus, mais n'ayant pas une vision manichéenne avec un État absolutiste français où le roi décide tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Il doit faire avec tout un tas de coutumes, avec tout un tas de prérogatives locales accordées par le passé aux différents parlements, etc. Et le monarque britannique, lui, garde quand même un certain pouvoir, et puis surtout le Parlement est représentant d'une aristocratie, mais n'est pas représentant du peuple, absolument pas. Ce peuple, il est présent dans la question, mais il est présent notamment à travers la question des contestations qui sont plurielles, hein, qui peuvent venir de l'aristocratie, mais qui peuvent aussi venir des couches plus populaires, voire parfois des deux à la fois. Bon, sur ce, bon courage pour votre travail. Et d'ici pas trop longtemps, je vous mettrai en ligne une vidéo sur les épreuves écrites. Comment s'y préparer, quel est le travail moi que j'ai fait au brouillon, quel est le temps que j'ai utilisé par partie, et je vous montrerai brouillon à l'appui un petit peu ce qu'a été mon travail lors de ces épreuves
qui sont des épreuves extrêmement physiques. Enchaîner sur 3 jours, 7 heures, 7 heures et 5 heures d'épreuve, ça demande d'être en forme. Et ça, c'est peut-être un élément clé qu'il faut que je vous dise. C'est important d'avoir beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances pour l'agrégation, mais c'est important d'être en forme, d'être frais intellectuellement, d'avoir une sorte de bouillonnement pour le moment venu devant votre feuille, être capable de réfléchir. Hein. Un prof d'histoire n'attend pas de lui que ce soit un singe savant qui répète tout un tas de dates, mais qui puisse réfléchir le sujet, créer du concept, mouliner tout ça. Et ça vous demande une certaine fraîcheur d'esprit. Hein, donc pensez-y. Vous n'êtes pas là juste pour dire qu'est-ce que je peux remettre comme connaissance, mais parfois pour dire bon, mais qu'est-ce que je peux créer comme réflexion. Vraiment, sur le moment, comme ça, ex nihilo. Ça, c'est un peu important à l'écrit et c'est fondamental à l'oral. Hein, parce que pour ceux qui seront admissibles, et je vous le souhaite, eh bien, il faut que lors des épreuves orales, le jury vous voit vraiment en train de réfléchir en se disant, bon, bah, tiens, en face de nous, là, nous avons un collègue qui, effectivement, est capable, sur un sujet ad hoc qui lui est donné, même s'il n'a pas toutes les connaissances, de créer une réflexion. Allez, sur ce, je m'arrête pour de vrai. Si vous voulez donc des compléments d'information, des fiches, etc., écrivez-moi à thibaut-evin@hotmail.fr, tachibault@hotmail.fr, et à très bientôt pour d'autres vidéos.